Merci beaucoup de votre accueil et je remercie encore à nouveau le professeur Bahiri et toute l'équipe marocaine également tunisienne qui m'a permis de venir dans ce pays merveilleux. Donc, je vais essayer de vous parler de la place de l'interleukine 23 dans la pathogénie des spondyloarthrites et notamment dans celle du rhumatisme psoriasique qui est un sous-groupe de spondyloarthrite. Pourquoi effectivement ce médicament a toute sa place dans certains rhumatismes psoriasiques, mais en France, on a déjà l'AMM, vous l'aurez peut-être dans l'avenir, dans la maladie de Crohn. Et pourquoi on s'en sert un peu hors AMM? On n'a pas le droit de le faire officiellement, mais on le fait parfois dans l'arthrite réactionnelle. Vous allez essayer de comprendre pourquoi, j'espère, grâce à ce diaporama. Alors, ce qui apparaît maintenant de plus en plus certain, c'est que la pathogénie de toutes nos maladies, et d'ailleurs pas que les spondyloarthrites, soit facilitée, voire initiée par un trouble de la flore intestinale, ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre. Et pour le simplifier de manière très basique, on peut considérer que dans l'intestin, il y a deux types de bactéries. Il y a nos amis, il y a les chiens, et puis il y a nos ennemis, les loups. Heureusement, on a beaucoup plus de chiens que de loups, et parfois, ce qui se passe, c'est que les chiens prennent le dessus sur les loups, notamment parfois après antibiotiques. L'antibiotique, parfois, tue plus les chiens que les loups, et ça peut favoriser une inflammation. Et ce qui est difficile à comprendre, mais important, c'est que plus il y a d'inflammation, plus paradoxalement, les loups peuvent traverser. Quand il y a un peu la panique dans un pays, parfois, il y a encore plus de désordre, parce qu'il n'y a effectivement pas assez de policiers pour faire face. Donc, cette métaphore des chiens et des loups permet d'expliquer assez bien beaucoup de choses qui seront abordées peut-être ultérieurement. Alors, ce qui paraît également de plus en plus probable, c'est que la pathogénie des spondyloarthrites, dont certains rhumatismes psoriasiques, mais peut-être pas tous, part de l'intestin, ou en tout cas du tube digestif au sens large. Quand je dis tube digestif au sens large, il y a beaucoup d'arguments si vous pensez qu'il y a pas aussi des départs d'origine ORL. Mais ce qui vaut également pour les spondyloarthrites plus classiques. Mais malgré tout, on peut avoir, dans pratiquement tous les cas de spondyloarthrite avancée, des anomalies histologiques, même si l'examen endoscopique est normal, qui montrent bien qu'il y a un point de départ au niveau du tube digestif au sens très large du terme, ce que tous les travaux ont montré également dans les modèles animaux. Alors, ce qu'on suppose, c'est qu'il y a une migration initiale d'antigènes bactériens, mais aussi parfois de bactéries vivantes. Et là, je vous montre cet exemple est très utile de la maladie de Whipple. Quand vous voyez cet IRM, vous aurez envie de dire spondylarthrite, y compris psoriasique. Eh bien non, c'est une maladie de Whipple, et quand on biopsie, on trouve le germe encore vivant. Donc il est possible qu'au stade tout initial de nos pathologies, il y ait quand même des germes qui aillent migrer dans les tissus. Et ce qu'on a fait comme hypothèse avec Pascal Claude-Pierre, qui sera là tout à l'heure, c'est qu'on puisse avoir des migrations à partir de l'intestin dans la sacro-iliaque et dans le rachis. Pourquoi? Parce que les lymphatiques que vous voyez là, qui partent de l'intestin, ils migrent exactement dans tous les sites touchés par les spondyloarthrites, y compris les sternoclaviculaires. Alors, c'est encore qu'une hypothèse, mais on sait que les salmonelles, elles migrent tantôt dans le sang et vers les articulations, tantôt vers le rachis, via les lymphatiques. Est-ce que cette hypothèse est la bonne? On ne le saura pas avant longtemps, sans doute, mais vous voyez qu'il y a sans doute, et même certainement, des migrations d'antigènes, mais pas que d'antigènes, aussi des cellules effectrices. Les cellules innées, les cellules lymphocytaires T, doivent migrer également de l'intestin vers d'autres tissus, et elles le font tantôt par voie lymphatique, tantôt par voie sanguine. Alors, à quoi sert l'IL-23? L'IL-23, ça sert surtout à se défendre contre les agressions microbiennes, contre les loups, quand ils traversent la paroi intestinale. Et on sait maintenant que c'est un rôle majeur dans la maladie de Crohn, et que l'excès d'inflammation est aussi dû à un excès de synthèse d'IL-23. Alors, l'autre raison pour laquelle on s'est intéressé à cette cible thérapeutique dans le rhumatisme psoriasique et les spondylarthrites, également dans le psoriasis cutané pur, c'est que quand on fait des études génomiques, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les gènes des patients et les gènes des patients non atteints, des personnes non atteintes, on retrouve à la fois dans le psoriasis, mais aussi dans le rhumatisme psoriasique, des polymorphismes de l'IL-23 qui vont dans le sens d'une hyperactivité de cette cytokine et son récepteur. Troisième message important, et ça c'est la meilleure équipe au monde qui travaille sur le sujet depuis 15 ans maintenant en Australie, qui nous l'a appris encore cette année et les années précédentes, c'est que le rôle de l'IL-23, c'est aussi de maintenir un équilibre entre les bonnes bactéries et les moins bonnes bactéries dans l'intestin, autrement dit entre les chiens et les loups, et qu'un excès d'IL-23 peut permettre d'éliminer les loups, mais aussi entretient malheureusement une inflammation contre les chiens, et ce n'est pas forcément très très bon. Donc, on pense qu'un des modes d'action dans la maladie de Crohn, c'est aussi de rétablir une bonne homéostasie. Et ça a été confirmé tout récemment, vous voyez, ça est sorti il y a un mois, même pas,
Les patients qui répondent bien dans les maladies de Crohn à cette molécule ont également un microbiote qui se corrige. Notamment, il y a une bonne bactérie, une de nos meilleures amies, qui est Faecalibacterium, qui remonte. Et Faecalibacterium, elle manque dans les spondylarthrites, dans le rhumatisme psoriasique. On l'a étudié et pas encore publié. Et donc, ça confirme qu'il y a des mêmes facteurs pathogéniques communs sur le plan microbiotique entre les spondylarthrites, le rhumatisme psoriasique et les maladies de Crohn. Et donc, il y a une remontée des bonnes bactéries quand on met du Stelara, ce qui est quand même une information importante. Alors, ce n'est pas le cas que du Stelara. Les anti-TNF aussi ont tendance à harmoniser et à corriger le microbiote pathologique. Et d'autres médicaments, le méthotrexate, le font également en partie. Alors, ce qui a surtout promu l'intérêt, l'usage de ce médicament dans le contexte des spondyloarthrites au sens large, dont font partie le rhumatisme psoriasique, c'est ce modèle. Le modèle de la souris SKG, qui est étudié en Australie depuis 15 ans maintenant, qui développe à la fois une colique, une spondyloarthrite et des signes cutanés qui ressemblent à un rhumatisme psoriasique. Et ce que vous dites à droite, c'est que si on met au début des troubles, alors qu'on induit ça avec du cure-de-l'enfant, il y a toute une méthodologie pour induire ces troubles, si on bloque l'IL-23, il n'y a rien qui se passe. Vraiment rien. Évidemment, c'est une souris. On a rarement de souris en consultation. Mais là, c'est vraiment un exemple du rôle majeur que peut jouer une cytokine pour lancer le processus. Donc, c'est ce qu'a conclu l'équipe là-bas de Ranjani Thomas. C'est que c'est le meilleur traitement possible si on veut éradiquer au tout départ et éviter que la pathologie s'amplifie et s'auto-entretienne par la suite. Parce que ça traite les colites, mais aussi les arthrites et les signes cutanés. Tout est traité dans le même temps. Par contre, au message de cette année, du congrès de l'ACR, si on attend trop tard, si on laisse les cellules et les antigènes migrer de l'intestin vers les tissus, là, par contre, l'effet est beaucoup moins net, voire même il est très décevant si on s'y prend beaucoup trop tard. Donc, comment marche pourquoi effectivement l'IL-23 est importante dans le traitement des rhumatismes psoriasiques et spondylarthrites en général? C'est qu'elle est exprimée, ce récepteur, sur la plupart des cellules effectrices, sur les TH17, mais également encore plus, alors je ne parlerai pas trop des MAIT, des NKT, surtout sur les ILC. Les ILC, qu'est-ce que c'est? C'est lymphocytes primordiaux. Avant qu'il y ait des lymphocytes capables d'avoir la capacité de reconnaître de manière très spécifique un antigène, il y avait déjà, il y a des millions d'années, des lymphocytes capables de détruire des bactéries de manière un peu plus grossière, on va dire. Et c'est ceux-là qui sont les plus intéressants, notamment les ILC3. Je n'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais c'est capital de comprendre qu'on commence à mieux saisir quelles sont les cellules importantes à cibler. Et ces ILC3, elles expriment beaucoup le récepteur l'IL-23 et elles ne sont activées que par l'IL-23, enfin surtout par l'IL-23. Alors, l'autre avantage de la molécule, c'est qu'elle a un effet direct donc, sur les cellules de la peau, de la synoviale de l'os, qui vont également exprimer l'IL-23, quoique beaucoup moins que les cellules de l'immunité innée qu'on a déjà vues. Mais il y a aussi un effet indirect, c'est celui-là qui est le plus populaire, puisque donc, en bloquant l'IL-23, on va empêcher les cellules de type lymphocytaire T classique, mais également les cellules lymphocytaires innées, qu'on a vu tout à l'heure, les ILC3, de fabriquer beaucoup d'autres cytokines, l'IL-17, mais aussi le TNF, l'IL-22, et il y en a d'autres. C'est les principales. Donc, en bloquant l'IL-23, on va bloquer à la fois la migration, mais également la stimulation des lymphocytes TH17, et également des T-gamma delta que l'on retrouve dans les tissus cibles. Donc ça, j'ai déjà dit, donc je vais passer assez rapidement. Et donc c'est ce blocage très précoce des TH17 qui peut être le meilleur traitement quand on a l'occasion de voir les gens au tout début, ce qui est parfois le cas, heureusement, quoi. Donc les ILC3, donc j'en ai déjà parlé 2 ou 3 fois, c'est vraiment important, mais ce qu'il faut surtout noter dans ce poster qui est paru tout récemment, c'est que le blocage est d'autant plus efficace qu'on laisse le traitement un petit moment aussi. Autrement dit, ce n'est pas au bout de 2 mois qu'on a le résultat le plus pérenne, et pour avoir un résultat durable, il faut laisser au moins 1 an. Et on a eu plusieurs cas dans le service de patients qui ont arrêté trop tôt leur molécule, tellement ils étaient contents quand on l'a mis précocement. Si on veut vraiment, je ne dirais pas éradiquer, mais calmer très durablement une spondyloarthrite, il faudra sans doute utiliser ce médicament précocement et assez durablement aussi pour laisser le temps à ce produit de faire tout son effet. Il faut compter plutôt 1 an que 6 mois, en tout cas, pour faire disparaître les ILC3 des tissus cibles et du sang. Alors, l'autre intérêt pour les maladies de Crohn, c'est que non seulement on va bloquer la voie TH17, mais aussi la voie TH1. Alors, ce qu'on apprend dans les congrès ou dans les livres est un petit peu naïf. En fait, il y a les lymphocytes TH17, TH1, TH2, c'est un peu une vision de l'esprit, puisqu'il y a des continuums entre tout ça. Il y a des lymphocytes TH17, TH1, TH17, TH2, et assez souvent, dans la maladie de Crohn, on a un profil granulomateux,
lié au fait que les lymphocytes TH17 ont également une polarité TH1 avec sécrétion d'interféron gamma. L'IL-23, en tout cas dans l'intestin, a la capacité d'induire les deux. Et si on bloque précocement, on a un effet assez net également sur les granulomes. Et pour le rhumatologue, ce qui est aussi intéressant, c'est de noter que le récepteur IL-23 est présent, donc on l'a déjà vu, sur la plupart des cellules effectrices, TH17, qui sont à la mode désormais, mais également les ILC, les lymphocytes T primitifs, les gamma-delta, les macrophages, les fibroblastes. Autrement dit, il y a beaucoup de cellules qui vont répondre. Et donc, le schéma a déjà été montré très pertinemment avant-hier ou hier, je crois. Et pour synthétiser, quand on a une cellule présentatrice qui est stressée par une infection qui va entraîner, au moins temporairement, un stress cellulaire avec libération d'interleukine 23, on a libération d'IL-23 dans le tissu qui va activer toutes ces cellules qu'on a vues tout à l'heure, les cellules innées, etc., qui vont toutes sécréter un mélange d'IL-17 et d'IL-22 et parfois de TNF. Et selon qu'on aura plus d'IL-17 ou d'IL-22, on va avoir plutôt une tendance à la résorption, au contraire à la construction, ce qui laisse espérer aussi, même si ce n'est pas encore prouvé, qu'on aura peut-être enfin des traitements évitant la survenue tardive d'ankylose, puisqu'en bloquant l'IL-23, on bloque l'IL-22 qui contribue en tout cas à l'ossification, alors que si on met un anti-TNF-alpha, on sait qu'on ne bloque pas la survenue éventuelle d'une ankylose, même si tout ça reste à démontrer. Au passage, je ne peux pas m'empêcher de parler de HLA B27 pour dire que B27, on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi c'est pathogène dans la spondylarthrite, quel rôle ça joue. Ça ne semble pas jouer un rôle majeur pour la présentation d'antigènes, c'est surtout un HLA qui va s'agréger dans la cellule et entraîner un stress supplémentaire. Et c'est ce stress supplémentaire qui aboutit à la libération d'interleukine 23. C'est donc plus un problème de repliement cellulaire que de présentation qui fait que HLA B27 est corrélé à certains rhumatismes psoriasiques, mais pas tous. Donc ça, j'ai déjà dit. Donc l'avantage de l'IL-23, c'est qu'on peut bloquer également indirectement l'IL-22 qui contribue plus à la construction osseuse que l'IL-17 qui fait plutôt la destruction. Donc le rationnel, ce serait, d'après les modèles animaux, de traiter précocement et si possible en amont de la réponse immune qu'en aval, d'autant que l'IL-23 peut aussi stimuler directement les ostéoclastes, je vais passer assez rapidement, et également les ostéoblastes. Donc c'est une autre raison dans les rhumatismes qui sont à la fois destructeurs et constructeurs de cibler cette molécule rapidement. Bon, il y a eu beaucoup de choses dites un peu trop rapidement sans doute, mais retenez que ceci, c'est ça le plus important, c'est le message emporté à la maison. L'ustekinumab ou Stelara agit tout en amont de la chaîne de réponse qui est importante, la plus importante sans doute dans la pathogénie des spondyloarthrites au sens large et du rhumatisme psoriasique en particulier. Donc on va bloquer et on va empêcher sans doute la migration de TH17 et d'autres cellules proches comme les ILC3 dans les tissus cibles. Deuxième cadeau de médicaments, au moins dans les modèles animaux et au tout début chez l'homme, on peut réharmoniser la flore intestinale et peut-être enrayer le processus, même s'il faudra peut-être d'autres travaux pour en être plus sûr. En tout cas, s'il y a une notion de fenêtre d'opportunité, c'est peut-être plus pour cette molécule que pour d'autres. Et donc, c'est d'autant plus efficace que si on le donne tôt. Et on s'est permis de le faire à plusieurs reprises dans le service pour les arthrites réactionnelles qui ne semblaient pas accessibles aux anti-TNF pour différentes raisons. Et c'est pour ça que c'est une molécule qui apporte vraiment quelque chose. Donc l'indication élective, c'est celle-là. C'est le rhumatisme psoriasique récent avec psoriasis marqué. Là, maintenant, dans notre expérience, c'est plutôt un traitement de première intention. Le cas clinique, c'était un garçon qui avait 17 ans, une forme très sévère d'arthrite réactionnelle. Beaucoup de cas dans la famille de sclérose en plaques. Il ne voulait absolument pas d'anti-TNF-alpha. Son papa est traité par un rhumatisme psoriasique. Donc, il a fait une infection sévère à salmonelle. On en a parlé avec Pascal Claude Pierre, on a discuté, on a dit qu'on allait lui mettre le Stelara. Effectivement, il a été transformé alors qu'il avait une grosse synovite de hanche, que l'infiltration ne suffisait pas à améliorer. Donc c'est une extension, on n'a pas les mêmes encore pour ce genre de traitement, mais vous voyez que parfois, même en AMM, ça peut être un moyen de sortir certains patients d'une situation un peu délicate. Je vous remercie de votre attention.